Omar Benlalla, 44 ans, est devenu écrivain sur le tard. Pourtant, il écrit depuis sa tendre adolescence. Ménilmontant est son fief. Il est né et vit toujours dans ce quartier parisien. Son dernier livre retrace la trajectoire de son père, l'exil de Bouzid Benlalla de l'Algérie jusqu'en France. Première fois que père et fils posent des mots ensemble sur son parcours. Tu n'habiteras jamais Paris. Un livre à retrouver aux éditions Flammarion. Omar Benlalla, merci d'être avec nous. Merci. Alors vous avez fait parler votre père, Bouzid Benlalla, pendant un an sur son exil. Il est né en Algérie, arrivé à Paris en 1963, devenu maçon. Il a construit sa famille en France. Un parcours semé d'embûches comme pour beaucoup d'immigrés. Pourquoi il a fallu l'écrit pour que votre père se raconte ? Finalement, ça a été un projet qui s'est un petit peu imposé à lui-même. Lorsque j'ai écrit La Barbe, le premier livre, souvent on me demandait d'en dire plus sur mes parents. Comment est-ce que j'étais arrivé justement à l'expérience que je raconte dans La Barbe. Et j'avais énormément de commentaires et énormément de messages en ce sens. Et finalement, j'ai proposé à mon père justement de se raconter lui-même plutôt que de le faire moi-même. Et mon père s'est pris au jeu et c'est comme ça que ce livre en fait est arrivé. Et pourquoi l'écrit ? C'est quoi la force de l'écrit ? La force de l'écrit, c'est que ça reste. Et la force de l'écrit, pour quelqu'un comme lui, en fait, qui finalement écrivait très peu, mon père était analphabète, c'est quelque chose de très important, notamment le fait d'avoir son nom sur la couverture d'un livre. Et qu'est-ce qui fait que son histoire est restée si longtemps sous le tapis, si je peux m'exprimer ainsi ? Je pense que c'est un petit peu de ma faute, parce que j'étais un petit peu concentré sur ma propre histoire. Et en étant en train de la vivre et en commençant à la raconter à travers la littérature, à un moment, j'ai commencé à arrêter de me regarder et regarder ce qui se passait autour de moi. Et j'ai commencé par mes parents. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser justement à eux et à lui pour commencer. Alors malheureusement, votre père, Bouzid Benlalla, est décédé depuis. Quelles sont les questions qui resteront sans réponse à son sujet ? Il y a une question, par exemple, j'y pensais d'ailleurs juste en arrivant, c'est intéressant que vous posiez la question. Mon père m'a dit que quand son père lui a, à un moment, ils se sont un petit peu bagarrés quand il était adolescent et son père lui a dit un mot, juste un seul. Et mon père, en fait, a rendu les clés de l'épicerie et il est parti, il a fait sa première fugue et je ne saurais jamais quel était ce mot. Donc voilà, personne ne le saura jamais, il y a juste ce mot-là, il n'a pas voulu me le dire. Il m'a dit non, non, je ne préfère pas, alors qu'il disait énormément de choses. Mais ce mot-là, il n'a pas voulu le dire, donc ça fait partie en fait des questions sans réponse. Et de quoi vous êtes le plus fier de ce que votre père a accompli ? C'est une bonne question, finalement en fait, de sa continuité, de sa persévérance et de sa constance. C'est ce qu'il y a, selon moi, de plus difficile à obtenir, à acquérir. Et lui, finalement, a été constant. Il s'est fixé un objectif et il a préservé dans cette voie-là. Et finalement, le résultat a été à la hauteur de ses espérances, parce qu'il voulait fonder une famille, que cette famille soit ensemble, soudée et qu'elle progresse vers l'avenir. Et je pense qu'il a réussi son pari. Où est-ce qu'il a persévéré, comme vous dites ? Vous avez D'abord des anecdotes dans l'apprentissage de la langue. Pour mon père, en fait, c'est extrêmement important et d'ailleurs, c'est l'un des fils rouges justement du livre et de son parcours. Mon père me l'a dit très rapidement, il m'a dit ce qui a été difficile pour nous quand on est arrivé en France, c'est-à-dire pour les gens qui sont arrivés de sa génération, la vraie frontière entre les gens qui étaient en France et nous, elle était sur les lèvres. Et il me parlait par exemple de cette phrase qu'il avait vraiment peur d'entendre et qu'ils avaient peur d'entendre, c'est « si tu n'es pas content, retourne chez toi ». Et mon père ne savait pas quoi répondre à cette phrase. Et c'est pour ça, en fait, que souvent, il y avait cette incompréhension et presque cette mésentente entre les populations parce qu'il y avait cette barrière de la langue. Et mon père, justement, a essayé de dépasser cette barrière et cette frontière. Et il y est parvenu, finalement, même en écrivant un livre à la fin de sa vie. Alors écrire l'histoire de ses parents, c'est aussi écrire la sienne. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même en retraçant leur parcours ? J'ai appris que j'en connaissais finalement assez peu sur eux. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais tout à gagner à les rendre sensibles, à les rendre plus humains. C'est étonnant à dire quand on parle de ses parents, mais souvent on a l'impression en fait de les connaître, on a l'impression en fait de presque tout savoir d'eux, alors qu'en les interrogeant, on se rend compte finalement que ce sont presque des inconnus et qu'il manque justement cette action de les interroger. Comme disait mon père, si tu ne me poses pas la question, je ne te réponds pas. Donc j'ai appris en fait sur moi à aller vers ceux en fait que je ne connais pas ou que je pense connaître et que je gagne à connaître. Et vous vous êtes redécouvert par la même occasion ? Un petit peu oui, notamment De en quelle fait manière ? dans les expressions et puis aussi dans la manière et la vision en fait de voir les choses. Finalement mon père était quelqu'un de très optimiste et quelqu'un qui regardait devant quelles que soient finalement les difficultés. J'ai l'impression d'un petit peu lui ressembler à ce niveau-là et si j'aurais au moins gagné ça de lui, j'en suis ravi.
Alors, à travers ce livre, on redécouvre aussi un Paris des années 60, 70 qui a disparu. Quel souvenir vous garderez de cette période, de cette époque? Un souvenir finalement assez nostalgique, mais en même temps assez douloureux dans mon cas parce que j'ai découvert Paris en découvrant d'une certaine manière la rue, en commençant à traîner avec des copains quand on avait 14-15 ans. On parle beaucoup de ces jeunes aujourd'hui qui sont entre guillemets des voyous, on ne sait pas quoi faire d'eux, on parle de territoire perdu de la République, mais finalement on oublie souvent que ce sont des jeunes en fait qui découvrent aussi la ville, qui découvrent leur environnement, qui sortent de leur chambre d'adolescent, voire de l'école. Et moi j'ai découvert le quartier à ce moment-là, j'ai découvert aussi Paris et une ville à ce moment-là, et finalement j'aurais aimé découvrir cette ville de manière peut-être un peu plus apaisée. C'est ce qui s'est passé après, c'est ce qui s'est passé en entendant mon père me raconter sa ville à lui, et finalement voilà, c'est un souvenir assez mitigé, hein. Et les bistrots n'avaient pas la même utilité aussi. Racontez-nous, à l'époque, votre père, son lien avec les bistrots. Oui, c'est ça, j'ai appris ça aussi en l'interrogeant. À son époque, en fait, les bistrots servaient de banque. Les bistrots dans le quartier, donc dans l'Est parisien, étaient tenus par des Kabyles ou des Algériens. Et généralement, en fait, mon père m'a dit qu'il a eu son premier compte en banque dans les années 70, début des années 70, alors qu'il a commencé à travailler en France en 63. Et en fait, on laissait l'argent justement aux cafetiers et qui notaient sur un carnet les comptes des uns et des autres. Et les bistrots faisaient office de banque. Alors, la mort de votre père, malheureusement, vous a aussi ramené à l'Algérie. Vous y êtes retourné après 26 ans d'absence. Un moment que vous redoutiez. Pourquoi? Oui, parce que justement, j'aurais voulu y retourner, mais dans d'autres conditions. Et je pressentais, je l'ai même écrit dans le livre, je pressentais en fait que j'allais y retourner dans cette condition-là. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'y suis resté 3 jours, assez peu pour recréer le lien, mais finalement assez longtemps pour me rendre compte, surtout en accompagnant mon père vers sa dernière demeure, me rendre compte finalement de tout ce que me disait mon père quand mon père me disait que quand il était plus jeune et qu'il avait envie justement à un moment de sa vie de voir autre chose, de voir plus loin que les montagnes de Kabylie qui entourent le village où il est né, où il est enterré. Et je suis content d'y avoir été en fait pour mieux comprendre ce qu'il a voulu me dire à ce moment-là. D'ailleurs, vous écrivez dans votre livre sur l'Algérie, j'ignore tout de cette culture que de prétendus experts en identité voudraient m'assigner. Je la redécouvre, je l'aime, mais pas d'un amour exclusif. Je n'ai pas envie de me raconter d'histoire. Ce rapport a-t-il évolué avec l'Algérie après le décès de votre père ou pas? Vous êtes toujours dans ces tourments-là, Pas partagés encore, entre deux cultures? c'est en train. Et en fait, pas vraiment partagé. La culture française est vraiment prégnante. Je suis né à Paris, j'ai fait ma vie à Paris et en France. Mais la culture algérienne, finalement, je la découvre. Je l'ai découvert à travers mon père. Maintenant, je la découvre à travers ma mère, en discutant avec elle et en l'observant de manière un peu plus attentive, finalement. Aimer, c'est être attentif. Et donc, je découvre la culture à hauteur d'homme, si je peux me permettre. Et pour l'instant, c'est déjà énorme pour moi. Alors, vos livres vous ont permis de raconter d'autres chapitres de votre vie. Votre premier, la barbe. Vous revenez sur votre quête d'identité et celle-ci est passée par la religion. Vous avez rejoint un mouvement tablique, si je prononce bien, une branche de l'islam. Pourquoi à ce moment-là, vous avez besoin de vous recueillir dans la religion? Pour plusieurs raisons, mais la première, en fait, déjà pour apaiser ma situation. J'étais à cette époque-là un jeune qui traîne un peu en bas des tours. Je fumais une trentaine de joints par jour. Enfin, les drogues étaient vraiment une grande partie de mon quotidien. L'oisiveté aussi. Enfin, c'était une période extrêmement déstabilisatrice. Et à un moment, quand on m'a invité à la mosquée autour d'un thé et des cacahuètes, c'est ce que je raconte dans le premier chapitre, j'y ai tout simplement en fait trouvé une forme de paix. Et à ce moment-là, c'était largement suffisant pour me convaincre. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que pour retrouver cette paix au quotidien et peut-être en avoir un peu plus et aussi la partager avec les gens qui étaient autour de moi, bah, il fallait que j'y retourne et que je trouve en fait la clé pour trouver cet apaisement-là. C'était la seule issue pour sortir de la délinquance? À ce moment-là, oui. En tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment la seule issue. Je me suis rendu compte des années après qu'il y avait une issue beaucoup plus proche que la porte de la mosquée. C'était finalement la porte de la chambre de mes parents. D'ailleurs, la barbe, si la barbe avait eu un autre titre, ça aurait été le maître dort dans la chambre d'à côté. Mais comme à ce moment-là, je fuis justement le regard de mes parents et je fuis bah, aussi leur discours. Donc, c'est cette porte-là qui se présente et c'est celle que je pousse à ce moment-là. Et quel a été le point de non-retour? Quand Le est-ce que vous avez décidé de quitter ce monde-là?
C'est Ça a été quand quoi le déclic? justement, une fois de plus, c'est encore une fois lié à mes parents, quand mon père arrive à la retraite et qu'il a beaucoup plus de temps justement à passer chez lui et que je découvre en fait finalement quelqu'un que je voyais assez peu, ce qui est rentré du chantier, il était maçon, il était fatigué, il prenait son café, il dormait et là je le vois, je discute avec lui, je me rends compte que c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, de philosophe qui a énormément de choses à m'apprendre et finalement je me dis bah, tous ces maîtres que je cherche à travers la planète et s'il n'était pas finalement juste à côté de la chambre à côté une fois de plus. Et vous vous considérez aujourd'hui comme un islamiste repenti, ce terme qu'on entend très souvent aujourd'hui? Alors non, parce que je n'ai rien fait de mal, donc je n'ai pas à me repentir. Malheureusement, en fait, c'est un terme un peu valise, c'est un mot casquette. Et finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que ce serait bien d'interroger justement les parcours dans leur entièreté pour se rendre compte en fait qu'il y a des vies dans les vies et des vies dans les parcours. C'est ce que je raconte dans La Barbe. À un moment, en fait, je suis à la mosquée à fond avec la barbe, mais juste après, je suis en discothèque sous acide, toujours avec la même barbe. Et est-ce que je suis un islamiste repenti à ce moment-là, quand je danse sur de la techno en after? J'en suis pas certain. Donc c'est intéressant justement d'interroger les gens et de les interroger avec bienveillance et de prendre le temps de les écouter avant de se faire un avis et de les mettre dans des mots valises. Justement, c'est un autre monde que vous avez exploré, celui des fêtes parisiennes, des substances illicites qui vont parfois avec. Il faut ces égarements pour se retrouver enfin, pour se chercher en fait. C'est ça en fait, c'est finalement le droit à la trajectoire. À un moment on passe par là. Qui aurait dit peut-être il y a 15-20 ans que vous seriez présentatrice du journal télévisé? Personne ne le sait. Voilà, maintenant vous y êtes et qui sait ce que vous serez dans 10 ou 15 ans. Et l'idée en fait c'est aujourd'hui on est à mon avis dans une époque où on a énormément de trajectoires qui sont possibles et à un moment surtout quand on est jeune il faut juste en fait en restant en sécurité bien sûr bah, laisser le droit et le choix à cette jeunesse-là et moi j'étais très jeune à cette époque-là bah, de faire ses choix, de faire son propre parcours et d'en tirer ses propres leçons. Et Omar Benalla se cherche-t-il toujours aujourd'hui? C'est la petite dernière question. Je pense que oui, et c'est pas terminé, et je m'en réjouis parce que ce serait triste en fait de trouver la réponse à toutes ces questions alors que je viens d'avoir 40 ans. Merci beaucoup Omar Benalla d'être revenu sur votre parcours. Merci beaucoup. Merci à vous.